Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser bien sûr aux dynamiques qui régissent le marché des crypto-monnaies, notamment de Bitcoin comme d'habitude. Mais comme ça fait un bon moment déjà qu'on s'intéresse notamment aux dynamiques de marché sur le Bitcoin et au comportement des investisseurs, cette fois-ci, on va prendre un peu de recul et on va se pencher la question de l'état de santé du réseau Bitcoin, notamment l'activité on-chain du réseau Bitcoin en soi. Donc, on va s'intéresser un peu plus à ce qui se passe au niveau fondamental qu'au niveau du marché aujourd'hui. Et petit disclaimer qui va être assez important, je vais faire des approximations volontaires durant cette vidéo qui seront éclaircies au cours de la prochaine vidéo. Notamment, on va parler d'activité on-chain, mais on ne va pas ici parler du Lightning Network, simplement parce que je vais y dédier une vidéo donc la semaine prochaine, parce qu'il aurait fallu une vidéo trop longue avec trop de graphiques et trop d'informations si j'avais voulu vraiment détailler l'activité on-chain de Bitcoin dans sa globalité en une seule vidéo. Il aurait fallu que je parle de l'activité on-chain, de l'activité en dehors de la chaîne, puis du Lightning Network dans toute une vidéo. Ça aurait été un peu compliqué. Donc, on va aujourd'hui faire une petite introduction potentiellement pour ceux qui n'ont jamais étudié l'activité on-chain du Bitcoin grâce aux données on-chain, ou pour d'autres qui sont là depuis un moment, on va se relancer là-dedans parce que ça fait un bon moment. Et il y aura volontairement quelques approximations et omissions, notamment on ne va pas parler du Lightning Network aujourd'hui. Nous en parlerons la semaine prochaine dans une analyse qui sera dédiée spécifiquement aux métriques liées au Lightning Network. Voilà ce que je voulais vous dire en début de vidéo. Maintenant, où est-ce qu'on se situe en termes de prix? Eh bien, on se situe au niveau d'un support. D'une certaine façon, on est en train de tester le support des 100 000 $, qui pour l'instant représente la frontière qui permet encore de conserver un momentum haussier modéré, ou surtout qui permet de consolider l'espoir un petit peu. Au-dessus des 100 000 $, on a encore un certain optimisme, on a encore un certain espoir que le Bitcoin puisse potentiellement repartir et aller chercher des valeurs supérieures à la TH des 125 000 $. En dessous, je pense que ce sera particulièrement compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on invalidera un niveau de prix symbolique très important, et aussi on invalidera la zone qui est entre 100 000 et 110 000, qui est un peu le range secondaire. Enfin, on évolue dans un environnement avec plusieurs ranges en ce moment. On aurait pu dire qu'il y avait le range des 110 jusqu'aux 115, 120, et que maintenant on est entre les 100 et les 110. Bref, il y a plusieurs théories. Moi, ce que je vois, c'est que d'un niveau graphique, entre les 100 et les 110, on était sur une zone qui était d'abord une résistance, qui était convertie en tant que support, et qui pour l'instant tient plus ou moins bon en tant que support. Et donc, c'est assez intéressant d'observer que sur le court terme, malgré la volatilité baissière qu'on a depuis les derniers jours, eh bien, on n'a pas encore de signaux qui puissent réellement nous permettre de dire qu'on est dans un contexte délétère, un contexte bear market confirmé. Et une des métriques rapides que je veux mentionner pour cela, c'est ici ce canal de prix à long terme pour le marché du BTC, qui est très très efficace pour observer les tendances à long terme du BTC et qui a capté durant toute l'entièreté de l'histoire du BTC à la fois les extrémités haussières et les extrémités baissières du marché, comme vous pouvez le voir ici. Vous retrouverez donc ici le prix réalisé, donc le prix moyen d'achat de tous les BTC qui sont en circulation, avec la moyenne cumulative de toutes les valeurs de ce prix réalisé, un écart type au-dessus de la moyenne cumulative, un écart type en dessous de la moyenne cumulative. Donc on a d'une certaine forme ici le juste prix, ce que j'appelle donc le milieu du marché, une zone extrême haussière et une zone extrême baissière. Et qu'est-ce qu'on observe en ce moment? Eh bien, on observe que on est en train de buter une nouvelle fois sur la moyenne cumulative du prix réalisé, qui est estimé aux alentours des 100 000 $, exactement comme on l'a fait durant la correction de l'été 2024 ou durant la correction de début 2025, exactement comme on l'a fait avec la correction de juste après l'ouverture des ETF en janvier 2024. Donc on est vraiment sur un contexte où actuellement on est en train de tester entre guillemets le milieu du marché. On a un extrême haussier aux alentours des 200 000, on a un extrême baissier aux alentours des 60 000. On verra bien ce que ça va donner. Mais actuellement, d'un point de vue structurel, même si le comportement à long terme est pas folichon et qu'on est déjà sur même un point de saturation presque et de capitulation à court terme, eh bien sur le long terme, on est encore tout juste sur la zone médiane et il n'y a rien qui nous indique qu'on a invalidé cette zone jusqu'à preuve du contraire. Un scénario d'invalidation de la zone médiane de ce prix réel, de ce prix réalisé, de cette moyenne cumulative du prix réalisé, serait ce qui s'est passé entre janvier et avril 2022 par exemple, c'est-à-dire simplement on vient invalider ce niveau, ensuite on vient le retester en tant que résistance et ensuite on vient continuer de baisser comme dans un bon bear market. Et seulement à partir du moment où on repasse au-dessus, comme ce fut le cas par exemple en novembre 2023, eh bien on peut vraiment dire
qu'on est rentré dans une phase de bull market confirmée. Là, on est comment dire, jusqu'à la fin 2022, jusqu'à la fin 2023, on était dans un early bull market d'une certaine façon. On était encore dans les phases précoces du bull market, dans une phase de reprise après une volatilité baissière très importante et un marché baissier qui avait fait quand même capituler beaucoup de personnes. Et bien après, là, on est repassé au-dessus et pour l'instant, on se maintient au-dessus. Du coup, de ce point de vue-là, rien à signaler, mais il ne faudrait pas qu'on commence à invalider ce niveau et à l'utiliser comme résistance, exactement comme ce fut le cas précédemment. Ce schéma-là, c'est ce qu'on veut éviter absolument actuellement pour espérer que le bull market amène de nouvelles valeurs haussières assez importantes et pourquoi pas aller chercher des valeurs extrêmes comme les... Voilà, déjà si on va à 150 000, ce serait pas mal du tout. 200 000, pour l'instant, voilà, ça reste à voir ce qui va se passer. Mais c'est quand même très intéressant de voir que pour l'instant, rien n'est perdu d'une certaine façon. Maintenant qu'on a fait un petit tour rapide de la situation du prix et du marché, on va se lancer réellement dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'activité on-chain du Bitcoin. On avait parlé la dernière fois notamment du fait qu'on avait des premiers signes de ralentissement sur le marché, notamment avec des divergences entre le cours du BTC et les valeurs fondamentales de rentabilité du moyen. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur des métriques relatives à l'usage du réseau Bitcoin pour essayer d'estimer si le niveau d'activité et d'engagement des utilisateurs. Actuellement, il envoie des signes qui sont plutôt positifs ou plutôt préoccupants. Est-ce qu'on a l'impression que les utilisateurs du réseau Bitcoin sont assez présents actuellement? Est-ce qu'ils sont en train de faire des transactions ou est-ce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés? Est-ce que l'activité est plutôt faible? Et encore une fois, souvenez-vous, je vais omettre exprès de parler du Lightning Network, qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Donc là, on va faire comme si le Lightning Network n'existait pas, mais évidemment, il existe. Hein. C'est juste que on va faire 2 vidéos séparées, puis ça nous permet aussi d'apporter une certaine critique sur la lecture des données on-chain, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, finalement, ce sera une lecture qui est partiellement faussée, et du coup, on va faire un petit exercice de pensée, d'abord en utilisant seulement ces données qui sont un peu faussées, ensuite on mettra en perspective la semaine prochaine pour avoir une vue un peu plus nuancée, un peu plus complète et concrète de ce qui se passe sur le réseau. Donc, un des moyens les plus intéressants de mesurer l'activité des adresses et le comportement d'engagement des participants sur la chaîne de Bitcoin, c'est de mesurer le nombre d'adresses actives par jour. Une adresse active, c'est quoi? C'est simplement une adresse Bitcoin qui va réaliser plus de 2 transactions valides dans les dernières 24 heures. Donc vous comptez le nombre de transactions qui remplissent ces critères et ça vous donne le nombre d'adresses actives sur une journée. Et autant ce graphique, il représente le nombre d'adresses actives qui sont actives actuellement, autant ce graphique peut aussi nous envoyer des signaux sur le moment où il y a peu d'activité. Et on observe un comportement actuellement depuis le cycle de 2023, 2024, 2025 qui est vraiment très très différent avec les cycles précédents. Durant tous les cycles aussi précédents sur le réseau Bitcoin, on a eu des croissances paraboliques de l'activité des adresses qui ont culminé un record de plus en plus haut et ensuite une limite où ensuite l'activité on-chain s'est recontractée très très rapidement. Donc on a vraiment un climax run avec beaucoup de participants qui arrivent, qui s'engouffrent dans le marché, une activité très importante alors que la volatilité haussière atteint son maximum. Et ensuite, en l'espace de quelques semaines, boum, l'activité est divisée par 50%, voire plus. Exactement comme ce qu'on a pu observer en mai 2021. Une croissance parabolique de l'activité de marché avec beaucoup d'échanges, beaucoup de ventes, beaucoup d'achats, alors que le prix est en train d'entrer en phase de découverte de prix et de pousser vers des nouveaux records d'ATH. Et ensuite, une dégradation très rapide de l'activité des adresses. Donc ça, c'était ce qui se passait jusqu'à présent, jusqu'à ce cycle sur le réseau BTC, sur le réseau Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au cours du cycle actuel? Eh bien, on voit qu'on a une décroissance, une forme de ralentissement progressif de l'activité des adresses où on est actuellement sur des niveaux d'activité qui sont plutôt faibles, hein, c'est-à-dire 700 000 adresses actives par jour, alors qu'on a pu atteindre des valeurs qui dépassaient les millions durant les derniers comportements d'ATH ou même durant simplement la fin 2023. On peut remarquer d'ailleurs qu'après le sommet aux alentours des 60-70 000 qu'on a connu en mars 2024, on a aussi enregistré une forte contraction de l'activité des adresses qui sont passées d'à peu près 1 million, on va dire, d'adresses actives par jour à quasiment 650 000. Donc ça fait 35% de perte, c'est quand même assez costaud. On a quand même pu voir un comportement ici qui était très particulier. Et tout ça suggère simplement que l'engagement et l'activité des participants sont réduits depuis 2024, ce qui pourrait aussi signaler une perte d'intérêt pour les usages traditionnels de Bitcoin et potentiellement une fuite de l'activité de trading vers les plateformes qui sont considérées comme hors chaîne, notamment les plateformes d'échange décentralisées, mais qui ne transitent pas par de l'activité spot pure,
voire même simplement aussi les marchés dérivés et aussi le Lightning Network. Donc quand on voit ici cette chute de l'activité des adresses, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus vraiment de personnes qui font des transactions sur la chaîne de Bitcoin. Peut-être qu'ils utilisent simplement d'autres vecteurs, notamment pourquoi pas des marchés dérivés ou des marchés de plateformes centralisées qui, elles, du coup, n'enregistrent pas les transactions directement sur la blockchain, mais le font simplement via des wallets qui sont plutôt opaques la plupart du temps. Donc, tout n'est pas inscrit nécessairement sur les données brutes qu'on retrouve dans le registre de Bitcoin. Et après, il y a aussi l'usage du Lightning Network dont on parlera au cours de la prochaine vidéo. Mais on observe quand même que même si, à la limite, on ne peut pas dire qu'il y a une chute de l'engagement qui est particulièrement sérieuse, parce qu'il pourrait y avoir une migration de l'usage vers d'autres plateformes, eh bien justement, ça veut dire que les gens, à la limite, n'utilisent plus le réseau Bitcoin de la même façon au cours de ce cycle. Et ça, c'est aussi un signe que le marché évolue, que le réseau s'adapte aussi aux nouveaux usages et aux nouvelles coutumes que peuvent avoir les participants et les usagers du réseau Bitcoin. Une autre manière un peu similaire qu'on peut avoir d'observer et de jauger le comportement des utilisateurs du réseau et aussi leur taux d'engagement, c'est le nombre de nouvelles adresses qui sont créées par jour. Donc on est sur quelque chose de plutôt similaire. Cette fois-ci, on va pas chercher le nombre d'adresses qui ont fait des transactions valides, au moins 2 transactions valides pour être considérées comme actives. On va simplement aller chercher, est-ce qu'à un moment donné, il y a de nouvelles adresses qui sont créées. Souvent, une nouvelle adresse, ça veut dire une entité qui va aller chercher un capital et qui va ensuite le transférer vers une nouvelle adresse. Et simplement, ça veut dire qu'il y a l'activité économique d'une certaine façon. Et on observe exactement les mêmes comportements que ce qu'on peut voir sur le graphique précédent, c'est-à-dire qu'on a vraiment des phases paraboliques de création de nouvelles adresses qui sont liées aux phases de volatilité haussière, à la fin des marchés haussiers où il y a beaucoup d'activités à ce moment-là d'achat et de vente sur la blockchain. On a exactement le même comportement durant le sommet de distribution de Wyckoff qu'on a eu en début 2021 aussi. Et on observe encore une dynamique de ralentissement et voire même ici de stagnation pour la métrique du nombre de nouvelles adresses créées par jour. Et donc, on voit bien qu'il y a une différence quand même assez importante qui se fait entre les dynamiques des cycles passés et le contexte actuel. La création de nouvelles adresses, qui est généralement associée du coup à la demande transactionnelle, elle indique quand même qu'il y a une stagnation en ce moment, ce qui pourrait indiquer un usage du coup réduit du réseau et un manque d'intérêt de ces usagers, à part si potentiellement ces usagers ont simplement migré vers de nouveaux outils, vers de nouvelles manières d'utiliser Bitcoin, ce qui est potentiellement le cas, et on va répondre à cette question encore une fois la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble, on voit que ce cycle il est vraiment différent et que de prime abord, on a l'impression qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'utilisateurs en ce moment et qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'intérêt sur le réseau Bitcoin. Une des autres métriques qui permet d'arriver à ce constat, c'est simplement le nombre de transactions qu'il y a dans le même pool. Le même pool, c'est quoi? C'est simplement une liste d'attente, une salle d'attente où patientent les transactions qui n'ont pas encore été incluses dans un bloc, mais qui ont déjà été broadcastées sur le réseau. C'est-à-dire qu'on est déjà au courant que cette transaction, elle a eu lieu, mais elle n'a pas encore été inclue dans un bloc, donc on ne peut pas forcément dire qu'elle ait été validée. Et donc, la majorité du temps, le même pool, il peut être très très plein de transactions lorsqu'il y a vraiment énormément de demandes transactionnelles, mais il peut aussi être très très vide. Et donc là, vous voyez à la fois le nombre de transactions qu'il y a, mais vous voyez aussi par code couleur les frais qui sont associés à ces transactions. Plus les frais sont rouges, plus les frais sont élevés, plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont voulu payer cher pour faire inclure leur transaction dans un bloc. Payer plus de 50 Satoshi par V-byte pour une transaction, c'est considéré comme très très cher, alors qu'une transaction qui va en dessous de 5 à 3 Satoshi par V-byte, donc vers le vert et le bleu, voire un peu moins, eh bien c'est considéré comme une transaction qui n'est pas chère et qui n'est pas particulièrement urgente. Et je vous invite encore une fois à aller consulter l'article qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Cryptost, pas sur la chaîne YouTube, sur le site de Cryptost, parce que j'y ai apposé des annotations qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux quels ont été les différents usages et pourquoi est-ce que le mempool a pu être congestionné au cours des dernières années. C'est des données qu'on a déjà parce que en fait on a suivi tout ça. Pour ceux qui suivent les analyses on-chain sur Cryptost depuis quelques années, on a parlé des inscriptions, à la fois les images, les textes, les BRC20 et les runes. Ensuite, on a parlé de tout ça au moment du halving notamment aussi. Bref, c'est des choses qui sont assez connues depuis, mais simplement, ça vous donne un petit récap de ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à aller lire. Il y a toujours un petit peu plus d'informations, il y a toujours un petit peu plus de choses, de contexte. Donc, c'est toujours plus agréable. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que durant les années 2023-2024, on a eu l'émergence de nouvelles méthodes d'usage de la blockchain de Bitcoin, notamment pour du stockage de données arbitraires. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient des transactions avec des payaient cher simplement pour mettre en fait un fichier JSON ou une image
ou de la donnée arbitraire simplement, ou même de l'art en ASCII sur la blockchain de Bitcoin, ce qui n'était pas réellement des transactions, c'était juste une manière de créer des formes de petits NFT d'une certaine façon, parce que c'était certains Satoshi qui pouvaient être associés à ces données qui étaient stockées arbitrairement, et donc comme c'était des Satoshi uniques, ils pouvaient avoir une certaine valeur. Je vous ramène vers le délire des inscriptions des ordinals, c'est exactement dans cette idée-là. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui se passe depuis 2025, fin 2024. Et bien en fait, depuis cette période-là, on a une activité, une demande transactionnelle dans le même pool qui est particulièrement basse. Il ne se passe absolument rien d'une certaine façon. Vous pouvez le voir, il y a quasiment moins de 20 000 transactions qui attendent dans le même pool par jour, donc c'est pas beaucoup du tout. Et surtout, ce sont toutes des transactions qui sont associées à des taux de frais très très faibles. On est sur du 2, 1, 2, peut-être Satoshi par V-Byte, donc c'est vraiment très très peu. Et donc ça pourrait suggérer que les usagers du réseau Bitcoin actuellement sont moins actifs, que ce soit pour transférer des fonds, faire vraiment simplement de l'échange monétaire, ou pour stocker des données arbitraires sur la blockchain. On voit bien qu'actuellement, dans tous les cas, il n'y a personne qui restock et qui utilise les runes ou les ordinals ou les inscriptions de manière viable sur la blockchain. Ça se voit, hein, c'est un peu une tendance qui est un peu morte pour l'instant. Mais on peut supposer quand même que si l'usage actuellement de Bitcoin semble réduit au niveau monétaire, eh bien peut-être que c'est parce qu'il y a de nouveaux canaux qui sont utilisés, et peut-être que c'est parce que les usagers utilisent plus les exchanges ou qu'ils utilisent plus le Lightning Network. On aura encore cette réflexion la semaine prochaine et on essaiera d'y apposer quelques réponses. Une autre chose qui est importante aussi, c'est le constat suivant. On va répartir ici toutes les tailles de transactions qui sont réalisées par jour, et on va du coup on va du coup apposer un pourcentage pour chacune d'entre elles pour générer une part et pour savoir si à un moment donné, en fait, eh bien, il y a plus de transactions, par exemple, de petite taille ou de grande taille ou de moyenne taille qui sont réalisées sur le réseau. Donc là, on a la répartition des transactions en fonction de la taille en dollars des transactions. Et depuis le creux de fin 2022, on observe une hausse significative de la part des transactions qui dépassent le million de dollars. Donc le vert foncé et le vert un peu moyen ici. On voit clairement qu'il y a une augmentation. Les transactions qui font une taille de plus d'1 million de dollars, elles sont passées de 40 voire 50% des échanges totaux en début 2017 à quasiment 70% des transferts quotidiens aujourd'hui. Donc à l'époque, on était à la moitié, voire un peu moins de moitié des échanges qui étaient faits, qui du coup étaient des volumes assez importants de plus d'1 million de dollars. Actuellement, c'est quasiment plus des 2 tiers. Donc on a quand même un marché qui évolue aussi de ce point de vue-là. Et on pourrait suggérer que c'est parce que le marché attire de plus en plus de capitaux institutionnels et que l'investissement et le trading en Bitcoin sont en train de se professionnaliser, avec le pont du coup qui se fait entre la finance traditionnelle et le secteur des crypto-monnaies. Ça pourrait expliquer en partie du coup le fait qu'on ait de plus en plus de transactions qui soient de grosse taille sur le réseau. Mais ici, on peut aussi avoir un contre-argument. C'est justement que les transactions de petite taille, elles ont disparu. Elles ont disparu potentiellement parce qu'elles ont été favorisées par des protocoles de seconde couche, comme le Lightning Network, qui ont pu faire en sorte que les transactions, en fait, elles ont simplement pas disparu, et que donc les autres grosses transactions maintenant sont surreprésentées parce que celles-là, en fait, elles ont juste parti ailleurs. Donc c'est un très très bon exemple de d'esprit critique et d'à quel point il faut faire attention quand on lit les données sur la blockchain, parce qu'en fait, on peut avoir une interprétation à un moment donné, mais si on n'a pas une compréhension totale de ce qui se passe sur le réseau, eh bien, on peut vite arriver à des conclusions qui sont un peu fausses. Et personnellement, je pense que je me suis fait un petit peu reprendre sur Twitter, notamment sur le thread que j'ai fait récapitulatif vis-à-vis de cette vidéo, et les retours que j'ai eus étaient particulièrement pertinents, donc ça me fait aussi plaisir de voir que la communauté est capable des fois de se rendre compte que je suis pas, personne n'est parfait, et que même moi, il peut m'arriver d'avoir des petites erreurs de raisonnement, et donc je vous encourage tous à être critique sur ce genre d'analyse et à bien réfléchir à ce que vous dites avant de le publier, parce que personne n'est à l'abri, même moi, je peux faire des petites bêtises, et c'est important aussi de voir qui d'entre vous suit vraiment et qui peut vraiment bien faire la différence entre un raisonnement qui a un fondement erroné et un raisonnement qui est plutôt logique et qui prend en compte les différents paramètres qu'on essaierait d'apposer du coup à la compréhension du réseau Bitcoin par exemple. Donc voilà qui fait le tour pour ce qui est de l'activité du réseau en soi. Il y avait deux choses que je voulais voir au cours de cette analyse. C'est l'activité on-chain de Bitcoin en termes de quantité, de qualité d'une certaine façon. Et je voulais aussi observer le comportement actuel des investisseurs. Est-ce que les investisseurs actuellement, ils sont plus dans un comportement de dépense, ou est-ce qu'ils sont plus dans un comportement d'épargne où ils attendent un peu que ça se passe et ils tiennent leur Bitcoin sans trop les dépenser? Eh bien, on va voir grâce au graphique suivant que les investisseurs, ils sont clairement dans un comportement de dépense. Vous connaissez ce graphique, on en a déjà parlé. C'est le graphique de la vivacité de Bitcoin. Simplement, c'est un graphique qui va se faire très très simple. Il va mesurer si à un moment donné,
il y a plus de BTC qui sont accumulés ou plus de BTC qui sont remis en circulation? Est-ce qu'il y a plus d'ancienneté dans l'épargne qui est créée ou est-ce qu'il y a plus d'épargne justement ancienne qui est dépensée? Donc, si on a plus de dépenses que d'épargne, on va avoir une vivacité qui va augmenter. Si on a plus d'épargne, donc de BTC qui sont stockés et qui maturent dans les portefeuilles que de BTC qui sont dépensés et remis en circulation, eh bien la vivacité elle a tendance à baisser. C'est très simple. La majorité du temps, durant les bull markets, on a tendance à avoir une vivacité qui augmente et durant les bear markets, une vivacité qui stagne ou qui baisse. On a des comportements de dépenses majeures et de distribution durant les bull markets et des comportements d'épargne et d'attente et de maturation des BTC dans les portefeuilles, de conservation de BTC, de thésaurisation même on pourrait dire, durant les bear markets. Donc plus distribution, accumulation. Distribution, accumulation. Et actuellement, nous sommes manifestement dans un comportement distributif. On voit bien ici qu'on a des hausses assez... je ne parle pas nécessairement des hausses ponctuelles qui sont ici parce que ça veut dire que simplement il y a un gros volume d'anciens BTC qui a été déplacé à un moment, mais c'est pas particulièrement significatif d'un point de vue spontané ou ponctuel. Ce qui nous intéresse, c'est la tendance dans sa globalité et c'est le fait qu'actuellement, nous ayons encore une vivacité qui est en train d'augmenter, ce qui signifie qu'on a plus de comportements de dépenses actuellement que de comportements d'épargne, et notamment que les BTC qui sont déplacés en ce moment sont notamment des BTC qui sont plutôt anciens et donc que les investisseurs actuellement ils dépensent plus qu'ils épargnent. Et ça, c'est un comportement typique des phases finales des marchés haussiers où les investisseurs, notamment les investisseurs à long terme, prennent des profits durant les poussées haussières, ce qui accroît la pression de vente et ce qui peut faire chuter le prix dans une nouvelle phase de correction si la demande n'est pas suffisamment présente pour absorber toute cette pression de vente. Ça, c'est une des autres dimensions assez importantes actuellement. Nous sommes simplement sur un point où il y a beaucoup de dépenses. Et si vous regardez ce qui s'est passé au niveau de mars 2024, eh bien, on a eu un comportement de dépenses élevé, puis ensuite le marché a ralenti. Ensuite, pour fin 2024, début 2025, notamment novembre, décembre 2024, on va dire, on a eu un comportement de dépenses appuyées, puis ensuite le prix ralentit. Et là, on a un comportement de dépenses appuyées et le prix est en train de ralentir. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Comme on l'a vu avec le graphique ici, on est en train de tester un support majeur à la fois sur le plan on-chain et sur le plan technique. Donc il n'y a pas encore moyen de s'en faire. Mais il faut bien comprendre que dans tous les cas, le marché est dans une phase distributive et qu'il faudra suffisamment de demandes pour que le marché puisse simplement tenir les prix qu'ils ont actuellement. Il y a cette dimension-là. Et on est aussi capable d'aller mesurer l'intensité du comportement de dépense avec l'indicateur de dépenses binaire du BTC. C'est simplement un indicateur qui va mesurer si à un moment donné, il y a beaucoup de jours de pièces détruites qui sont dépensées. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'ancienneté, d'anciens BTC qui sont dépensés à un moment ou à un autre. Et plus les BTC sont anciens et plus ils sont dépensés avec du volume, donc on prend à la fois l'ancienneté et le volume, plus bien, cet indicateur va nous montrer qu'on est sur une phase de distribution importante. Et vous savez quoi? En fait, les phases de distribution les plus importantes en rouge, elles ont toujours coïncidé avec des sommets locaux ou cycliques. Vous regardez ici, on est sur les sommets locaux de l'été 2024 ou de fin 2024. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que sur le très court terme, on est actuellement sur un comportement de dépense qui est assez important et on a obtenu un record d'intensité de dépense le 1er novembre 2025 et depuis en fait on a quasiment fait que chuter. Donc d'un autre point de vue, on peut dire que le BTC, le marché du Bitcoin, il enregistre depuis un moment un comportement de dépense qui est statistiquement élevé, comme ce fut le cas lors des précédents sommets locaux de 2024 ou des sommets cycliques des marchés haussiers précédents, et il faudra une demande assez importante pour réussir à absorber toute la pression de vente qui va peser sur le marché et qui continue de peser sur le marché actuellement. Donc si je devais faire un résumé très très simple de tout ça, on a des signaux qui nous indiquent que l'activité on-chain est en train de baisser sur Bitcoin ou tout du moins que le comportement des investisseurs est en train de changer et ça on s'en rend compte parce qu'il y a de moins en moins de petites transactions qui sont présentes sur les transactions pures on-chain et donc on peut se demander peut-être qu'on a l'usage de plateformes d'exchange centralisées ou de marchés dérivés ou de layer 2 qui peuvent potentiellement capter la part des plus petites transactions et du coup laisser les institutions continuer à faire des transactions on-chain, du coup, qui seront surreprésentées. Mais dans l'ensemble, on voit bien que même d'un autre point de vue, le mempool est particulièrement pas utilisé en ce moment. Et ça nous indique quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'activité en ce moment. Et que même si, oui, on pourrait dire qu'il y a de l'activité au niveau retail, au niveau économique, on a l'impression que d'un certain point de vue, sur l'activité qui est liée au marché, il ne se passe pas grand-chose. On apportera un petit peu plus de nuances d'ici la semaine prochaine, évidemment, pour avoir une compréhension encore plus avancée du marché, un peu plus nuancée. Je sais que j'ai fait des approximations express cette fois-ci, donc ne me limogez pas en commentaire, s'il vous plaît. On verra la semaine prochaine l'autre partie de la pièce. On va s'intéresser un peu plus au Lightning Network. Et avec ces deux vidéos, on aura une compréhension beaucoup plus large de ce qui se passe en ce moment en termes d'usage sur le réseau Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire le petit récap comme d'habitude tranquille. Donc,
Les données de cette semaine nous indiquent que l'engagement et l'activité des usagers du Bitcoin sont particulièrement réduits depuis 2024 avec une demande transactionnelle désormais faible. Bon, ça, c'est en tout cas en apparence. On verra la semaine prochaine est-ce que c'est tout à fait ça ou pas. Alors que le mempool se vide, on a une fuite de l'activité trading vers les plateformes off-chain, notamment vers les marchés dérivés. Et ça, c'est une des explications les plus plausibles pour expliquer la perte d'activité actuelle. Donc, les investisseurs qui utilisent des plateformes centralisées, des marchés dérivés et potentiellement d'autres Layer 2 comme le Lightning Network. L'augmentation des transactions de plus d'1 million de dollars, elle confirme cette tendance. Le marché se tourne vers les capitaux institutionnels tandis que les particuliers se font plus rares. Encore une fois, ils se font plus rares sur cet aspect de l'usage du Bitcoin, mais peut-être qu'ils ont simplement migré vers autre chose. Et ensuite, le marché du BTC, il enregistre depuis peu un comportement de dépenses statistiquement élevé. On l'a vu, il y a beaucoup de BTC qui sont dépensés, mais surtout d'anciens BTC, des investisseurs à long terme qui sont dépensés en ce moment. Et ça va générer une pression de vente encore considérable sur le marché. Et il va falloir une demande assez importante pour réussir à absorber tout ça. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à aller consulter l'article directement sur le site de Cryptos pour avoir un petit peu plus de contacts, de meilleures annotations. Vous pouvez bien sûr aussi consulter le thread Twitter. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter si vous appréciez ce type de contenu. Bien sûr, s'abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy et nous soutenir en activant la cloche est l'une des conditions sine qua non pour que nous continuions à faire du contenu et à vous offrir du contenu gratuit d'aussi bonne qualité. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi nous rejoindre directement chez Cryptost Academy pour avoir plein d'informations supplémentaires, plein de formations sur l'analyse technique, l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale, même l'analyse du système Ishimoku si vous voulez, l'analyse de projets aussi simplement, on vous fait des reviews de projets, on fait des lives, on se regarde dans les yeux, on se dit bon bah aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur le marché, quel projet est intéressant. On a une communauté qui est très très bienveillante en plus, donc n'hésitez pas à venir tester notre solution si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une review un peu plus approfondie de l'activité du réseau Bitcoin, notamment avec le Lightning Network. Bonne semaine à tous et à bientôt.